Dois-tu forcément être en couple pour avoir un bébé? Si t'es une femme, tu peux très bien faire un bébé toute seule. Alors pourquoi et surtout comment? Parce que tu te doutes qu'il y a quand même 2-3 détails techniques à régler. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Johanna Luyssen pour parler de ton combat à faire un enfant seul. Salut Johanna. Salut. Alors je te présente en 10 secondes. Tu es journaliste et maintenant rédac-chef adjointe à Libération sur les sujets de société. Et tu es autrice du livre « Si je veux, mère célibataire par choix » que j'ai dévoré, clairement. Et donc, on va parler de comment tu as fait un bébé toute seule et comment la maternité sans homme est une possibilité parmi d'autres, ni mieux ni pire, mais qu'on ne connaît pas forcément. Alors, pourquoi je t'ai invité? Moi, j'avais très envie de faire cet épisode avec toi pour parler de ces nouvelles formes de famille. Je me rappelle, il y a 12 ans en prépa, j'avais bossé en cours d'anglais sur un article sur les banques de sperme au Danemark. Cryos. C'est ça. Donc, je sais que ça existe depuis super longtemps. Et pourtant, en voyant passer ton témoignage sur les réseaux sociaux, je dis, mais en fait, j'en entends jamais parler, quoi. Et cette année, il y a une amie qui a décidé justement de faire un bébé seul. Et je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, il doit y avoir des centaines de milliers de personnes qui font ça et personne ne le sait, quoi, ou qui auraient envie de le faire, quoi. Alors, pour commencer, je vais citer ton livre où t'écris je rêvais moi aussi au prince charmant. Tout simplement parce qu'il y avait rien d'autre en stock. Je me suis jamais dit qu'il y avait peut-être un autre moyen d'arriver au même résultat. Et donc, au risque de vous spoiler, il t'écrit par la suite ton histoire, en résumé. Elle se maria, divorça et finit par s'inséminer à l'aide d'une pipette Doliprane avec le sperme d'un astrophysicien rencontré sur un site de coparentalité. Comment tu t'es dit je vais faire un bébé seul dans un monde où le seul scénario qu'on te vend, c'est de le faire avec un homme, voire avec une femme ou une personne non-binaire, mais c'est très rare, mais en tout cas en couple? C'est justement la question qui était la plus longue à déconstruire pour moi. Ça m'a pris un temps fou. Ouais. En fait, cette réflexion, elle est née en vérité, et même les premières lignes de ce livre, c'est né au moment de MeToo. C'était à l'automne 2017. Dans ma vie personnelle, ça a coïncidé avec 35 ans et avec un moment où j'étais enfin un peu posée dans ma vie. J'étais à l'étranger aussi, donc j'avais l'impression d'une espèce d'émancipation même. J'étais à Berlin, voilà. Émancipation par rapport à, je sais pas, par rapport à mon pays, par rapport au fait de partir seule un peu à l'aventure, faire une nouvelle vie, etc. Et à un âge où, du coup, j'étais un peu posée dans ma vie professionnelle, un peu... Il y a mon chat, pardon. Oui, il y a un chat qui passe. Qui a évidemment envie de faire des câlins maintenant. Et donc j'étais épanouie dans ma vie professionnelle et tout, et sauf que à un moment donné, c'est vrai que c'est posé la question et est arrivé ce truc un petit peu viscéral de j'ai envie d'avoir un enfant, et ça arrive au moment de MeToo, mais un peu par coïncidence. Et ça arrive aussi au moment où les discussions sur les lois autour de l'ouverture de la PMA à certains types de personnes, c'est-à-dire donc les femmes célibataires et les couples de lesbiennes, puisque elle n'a pas été ouverte à toutes, puisque par exemple les personnes trans en sont exclues. Ouais. Et tout ça a fait que dans ma tête, ça a fait à un moment donné, ça a un peu éclos comme une espèce de chose pour me dire, mais en fait, du coup, est-ce que vraiment tu vas suivre un système qui t'est profondément défavorable, qui t'est injuste? Ouais. Et en fait, est-ce que quelque part, il n'y a pas une autre manière, effectivement, de faire les choses? Et donc, en fait, peu à peu, ce truc-là est né. Mais je crois qu'il ne serait pas né sans tous ces témoignages et toutes ces personnes qui ont pris la parole au moment de MeToo, parce que ça a été aussi crucial pour penser en dehors du système, puisque après, il y avait cette chose difficile qui était de casser le système de la famille nucléaire, c'est-à-dire en tout cas, c'est en extraire et se dire qu'on pouvait faire sans. Et donc, j'ai passé un peu plus d'1 an à réfléchir à la simple question de comment on décorrèle l'enfant du couple. Et mine de rien, c'est une question qui est difficile. Et donc, j'ai mis au moins 1 an à me dire comment on fait pour décorrèler l'enfant du couple. Et quand j'ai senti que j'étais prête, là, j'ai dit, OK, je peux y aller. Je peux me lancer. Sachant qu'en plus, tu racontes, du coup, t'es divorcée, t'as été belle-mère d'un garçon pendant quelques années, t'as effectivement privilégié ta carrière et t'avais jamais vraiment envisagé de faire un bébé seul avant. Donc en fait, t'es très loin du cliché de la femme qu'on pourrait imaginer qui veut devenir mère à tout prix depuis l'enfance, potentiellement avec le mythe qu'elle le ferait dans le dos d'un homme. Et
Et en fait, si, bon, à part le côté dans le dos d'un homme, si c'était le cas que tu avais envie d'être mère depuis super longtemps, bah, tu serais évidemment tout autant légitime. Le fait d'avoir essayé la formule classique le rend pas plus ou moins acceptable. Mais je voulais simplement montrer voilà, qu'il y a plein de parcours de vie qui peuvent amener à ce choix de devenir mère célibataire par choix, quoi. Oui. J'en parlais avec des amis et je trouvais ça hyper intéressant parce que d'un côté, il y avait une amie pour qui ça avait pas de sens d'avoir un enfant si c'était pas avec son chéri, avec qui elle était en ce moment. C'était vraiment avec lui qu'elle se projetait. Et pour l'autre, justement, il y avait un désir d'enfant qui n'était pas lié au fait d'être en couple ou pas, qui dissociait les deux. Justement, je trouve ça hyper intéressant le fait que tu évoques. Et c'est vrai qu'on se pose pas forcément la question en fait de bah ouais, pourquoi est-ce que ce serait forcément lié le couple et avoir un enfant, quoi. Mais c'est une vraie question. Et par ailleurs, on peut être aussi en couple et très amoureuse de quelqu'un qui, par exemple, ne veut absolument pas d'enfant. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter la relation? Moi, je suis pas sûre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas du tout faire d'enfant quand soi-même on en veut un? Bah, je suis pas sûre non plus, en fait. Je pense qu'il faut redistribuer tout ça. J'avoue. Est-ce que tu es obligé de larguer quelqu'un parce que lui il veut des enfants et pas toi? C'est vrai qu'on se dit instantanément la réponse est forcément oui, mais en fait ça semble chaud, mais pourquoi pas? Bah oui, on peut très bien avoir quelqu'un dont on est amoureux toute sa vie, ou alors très longtemps, et puis pas habiter ensemble, avoir son enfant et avoir cette belle relation. Ouais. Pourquoi pas en fait? Pourquoi les couples ils doivent forcément habiter ensemble, faire des enfants ensemble et tu vois? Ouais. Non, en fait. Et du coup, toi, tu racontes qu'effectivement, je crois pas que tu étais en couple à ce moment-là et tu as commencé à sentir ce désir de devenir mère grandir petit à petit. Mais du coup, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, bah, ok, j'attends de trouver l'amour alors que l'horloge biologique tourne. Tu te dis, bah, si lui, il veut pas d'enfant, bah, du coup, j'ai reperdu 2 ans et de la fertilité. Ou alors, tu te dis, je congèle mes ovocytes, mais du coup, tu as déjà 35 ans et tu pas de garantie que ça marche. Enfin... Ouais, je me dis que la question des ovocytes, c'est compliqué à mon âge, parce que Ouais. je me dis, bon, c'est quand même moins, à mon avis, moins efficace que si je le faisais plus jeune. Que j'avais un peu peur aussi que ça marche pas forcément. Enfin, quand je me suis dit, je veux un enfant, je me suis dit, j'y vais, quoi. Je vais pas. Bah, ça coûte un bras en plus. Je vais pas faire pour plus tard. Donc oui, il y a effectivement cette question-là, parce que je suis pas de la génération qui a pu congeler ses ovocytes à 20 ans. J'espère que ce sera le cas là de celle qui arrive, en fait, et je le souhaite de tout cœur. Mais du coup, oui, effectivement, je pense que quand on arrive à ce moment-là, c'est un peu bizarre, quoi. On se dit, on y va, mais en fait, on sait pas trop, effectivement, on sait pas quelle est la priorité. Donc, au début, je me suis dit, effectivement, je vais attendre de rencontrer quelqu'un parce que c'est comme ça qu'on fait. Oui, étape 1, le couple, étape 2. Je me suis dit, mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et ça marche pas du tout comme ça. Et donc, à un moment donné, au bout de, pareil, le même temps qu'il m'a fallu pour décorer les enfants du couple m'a permis de comprendre que j'allais pas attendre la personne qui allait m'extraire du célibat pour me faire un enfant. Et que donc, du coup, peut-être qu'il y avait une autre manière de faire et que, en fait, je tournais autour depuis des mois et que finalement, c'était ça où il fallait que je me lance. Ouais. Et du coup, tu t'intéresses aux banques de sperme. Donc, concrètement, tu choisis si c'est anonyme ou pas, le donneur. Et s'il n'est pas anonyme, ben, tu peux choisir un donneur. Donc, ça peut sembler un peu surréaliste quand on ne connaît pas, mais dans un catalogue, potentiellement avec l'origine, le métier, ou au contraire, très peu d'infos. Tu te souviens du premier catalogue que tu as regardé? Oh ouais, je me souviens. Bah pour le coup, c'était quand même à cet fameux été 2017 où j'ai un peu tout mis à plat. Où Cryos, c'est très accessible, hein, les données des donneurs. Donc en fait, on peut facilement aller regarder si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller regarder. D'accord. Parce que par ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de mythes autour de qui donne, avec toujours des espèces de fantasmes un peu bizarres de mecs qui enfanteraient 400 personnes d'un coup, etc. Mais la réalité, elle est plus prosaïque que ça. Les donneurs, c'est aussi des gens, soit parce qu'ils ont été confrontés à un moment donné à un enfant qui n'a pas eu accès à ses origines, ce qui était le cas d'une lettre que j'avais lue. Parce que dans Cryos, en fait, les donneurs, ils font une lettre. Oui, il y a des lettres de motivation, ça, c'est incroyable. Mais c'est chouette parce que ça permet aussi de comprendre en fait qui est derrière. Et là, ça donne du sens. Alors, pourquoi ça donne du sens. Et en fait, il y en avait un qui disait, bah moi, ma meilleure amie, elle a été adoptée, elle ne connaît absolument pas ses origines et elle en souffre. Tout simplement. En fait, chez les donneurs, il y a beaucoup de gens qui étaient confrontés à un moment donné soit à la pénurie de gamètes dans leur entourage. Ça peut être, je sais pas, leur sœur ou leur frère qui a eu des problèmes d'accès à la procréation et du coup, ils se disent, bah, ils vont donner parce qu'ils sont sensibilisés. Mais comme tous les dons,
en général, en fait, ça marche souvent parce qu'on a une situation qui nous est proche. Et c'est un couple sur 5 qui est en situation d'infertilité aujourd'hui. Enfin, c'est énorme. absolument, On c'est parlait dans massif. notre épisode. Absolument, c'est massif et encore une fois parce qu'il existe beaucoup de fantasmes et surtout en France où on est encore très latin dans notre culture, il y a beaucoup de fantasmes autour de la question du don de sperme et évidemment pas du don d'ovocytes, mais ça ne concerne que le don de sperme. On voit ça forcément comme un espèce de truc très bizarre, quasiment un peu déviant, etc. Alors qu'en fait, globalement, c'est plutôt des parcours un peu touchants, un peu parfois beaucoup plus prosaïque que ce qu'on pense en fait. Il y a pas tous ces mythes en fait autour de. C'est des gens qui donnent quoi. Alors dans ce cadre-là, ils sont pour le coup rémunérés, mais sinon quand c'est des dons comme en France où c'est des dons gratuits quoi, bah il y a juste une culture du don en fait. Je crois qu'ils sont juste dédommagés, non? C'est genre 50 €, je crois, Oui, je crois que c'est un truc comme ça. pour un Mais peu le temps et le déplacement, et donc c'est pas non bah, plus un business. on peut pas faire du business avec ça. On peut pas dire non plus que ça soit un complément de revenu digne de ce nom. Je pense que... Du coup, j'imagine que oui, ça fait. Enfin, moi, j'aurais cette crainte-là, effectivement, de voir des gens qui font ça pour l'argent. Et du coup, ouais, toi, tu dis que de la plupart de ce que tu as vu, tu sentais que. Bah, je sais pas, par exemple, moi, j'avais interviewé le médecin Baptiste Beaulieu, qui est homosexuel et qui, lui, pendant le confinement, a fait don de son sperme à des amies lesbiennes. Et je serais incapable de faire ça, mais je trouve que c'est tellement beau comme geste de générosité et de. Absolument, et ce type de solidarité en vérité existe de manière un peu souterraine, comme l'histoire de Baptiste Beaulieu. Mais ça serait bien qu'il y ait une prise en compte un peu globale dans la société, pour que au-delà de quelqu'un qui a été sensibilisé par ses amis, mais que tout le monde se dise que ça doit être possible de le faire en fait. Ouais. Parce qu'on a vraiment des pénuries qui sont impressionnantes, qui pénalisent tout le monde, parce que ça pénalise pas que les femmes célibataires ou les couples de lesbiennes, ça pénalise évidemment aussi les couples hétéros qui attendent longtemps pour avoir une PMA aussi. Ouais. Donc, effectivement, donc c'est un peu déroutant. Et j'ai vu que du coup, tu as le prix du sperme qui varie selon si tu veux avoir accès aux photos du donneur adulte ou pas, selon évidemment la qualité de son sperme ou d'autres critères. Ça coûte combien à la fourchette ça dépend si on fait des stimulations ou pas. En fait, moi, j'avais regardé plusieurs choses. C'était dans le cadre, avant que la loi PMA pour toutes soit votée, avec un remboursement des soins, ce qui est maintenant théoriquement le cas, même si c'est encore un peu lent c'est pour très décoller. récent. Ouais, voilà, c'est très récent. Il n'y a pas encore. Je crois qu'il n'y a qu'une seule grossesse pour l'instant qui est enclenchée au titre de la PMA pour toutes. Donc, c'est pas non plus les hordes de bébés qui avaient été promis par Olivier Véran il y a quelques mois. On n'en est pas du tout là. C'est très lent parce qu'il n'y a absolument pas de moyens qui sont mis en place. Il y a une campagne de dons. La campagne, ça a été fait avec 0 moyen, donc personne n'en a entendu parler. Enfin, bref. Voilà. En tout cas, donc à l'époque où moi je me suis intéressée à ces questions et qu'il n'y avait aucunement possibilité d'une légalisation en France, du coup, ça passait par des PMA à l'étranger. Donc, en gros, si on veut un package où on fait un peu stimulation, qu'on sélectionne un peu tout, quoi. Stimulation, c'est des piqûres d'hormones? Ouais, c'est ça. Okay. Et après, on peut sélectionner aussi le sperme, en tout cas, en gros, en garder le meilleur, on va dire, le plus efficace, pour que tout ça soit effectivement le plus efficace. Bon, là, il faut quand même compter 5 000 €. Et 5 000 € pour une tentative, et il faut que la grossesse s'accroche. Ouais. Il n'est pas aussi forcément garanti. Donc voilà, donc le nombre de fausses couches, c'est énorme. Ouais. Donc, parce que du coup, là, c'est soit c'est toi qui te l'insémines toi-même avec une pipette, soit ça fait partie du package de le faire dans une clinique, c'est ça? Ouais, j'avais une clinique en Russie. T'es allée en Russie pour ça, du coup? Non, j'y suis pas allée. Non. D'accord. J'y suis pas allée, mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais le faire ou pas? Mais c'était la question du prix qui était de 5 000 € et qui était une somme que je pouvais pas débourser du tout. Normal. Donc, je me suis dit, il me reste que la solution la plus artisanale possible, qui est l'insémination artisanale avec un donneur qui donne gratuitement son sperme et via donc ce qu'on appelle des sites de coparentalité où en fait, il y a une espèce d'échantillon de personnes qui se proposent. Ça peut être des hommes qui donnent leur sperme pour des couples de femmes, ça peut être pour des mères solo, ça peut être des tas de solutions. Ça peut être aussi des gens qui disent, moi, j'aimerais bien être père, donner mon sperme pour être père, mais par contre, ils définissent un peu l'implication qu'ils veulent avoir plus tard. Ouais. Donc, ça peut être vraiment 0 implication à quelque chose de l'ordre de, je sais pas, on se voit une fois par an, je sais pas quoi, une petite visite de temps en temps.
Et après, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais vu que en général dans les familles, en fait, il y a, enfin, vous pouvez sonder autour de vous vos amis qui ont été en couple et qui sont célibataires. Je pense qu'il y en a la moitié qui se retrouvent à tout gérer et à être quasiment maman solo de facto, quoi. Bah, en fait, il vaut mieux avoir défini en amont avec quelqu'un le degré d'implication plutôt que se retrouver avec un père sur l'état civil qui derrière n'assure pas totalement, quoi, parce que les 40 à 50% de pensions alimentaires qui sont pas payées en France, c'est encore une réalité, même si la CAF là prend un peu des choses en charge, ça reste encore un vrai problème, quoi. Donc, en fait, c'est une manière très nordique, scandinave sans doute, de gérer le truc, c'est-à-dire de dire bon, voilà, toi tu es là à 0%, à 20%, etc. Mais en vrai, je trouve que c'est pas aberrant de définir un peu les choses en amont. C'est vrai qu'en filigrane de tout ce sujet-là pas d'être maman solo par choix, il y a cette question effectivement de pourquoi est-ce que si tu te mettais en couple avec n'importe quelle relation, soit toute fraîche, soit carrément bancale, voire carrément toxique, ou avec un père ou une deuxième mère défaillante, la société le juge pas du tout. Par contre, si tu fais un bébé toute seule, là, alerte rouge, quoi. Enfin, il y a toujours un truc qui va pas. C'est un mère célibataire subie, on est là, oh la pauvre et tout. C'est quand même triste ce qui lui arrive, et puis il faut vraiment la sauver de l'accident, quoi, et lui trouver une dépanneuse. Et par contre, la mère célibataire par choix, c'est vraiment une sorcière, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment l'espèce de truc. En fait, on sait que ça existe, mais on veut pas que ça existe par lui-même. En fait, c'est un peu ça oui, il faut que ce soit un choix par défaut. Et du coup, ça permet à tout le monde de ne pas s'interroger sur la question de, en fait, pourquoi à un moment donné, parce que ce que tu disais au début sur la question, il y a plein de gens qui doivent faire ça, bah c'est vrai. En fait, il y a il y a quelque chose de très générationnel aussi. Je vois chez mes amis trentenaires, pour qui le célibat est de plus en plus quelque chose d'assumé par ailleurs, et qui en ont marre justement du côté il faut absolument se mettre en couple, etc. Et donc, sans caricaturer en disant que les hommes ne font rien, etc. C'est pas vrai, mais en même temps, quand même dire que le fait de se dire que à la fois c'est une possibilité parmi d'autres, mais surtout que en fait on se rend compte que cette charge-là on peut la prendre seule et qu'on n'a pas besoin de la subir. Bah, je crois que là c'est une vraie révolution sociétale en fait ce qui se passe là. Et je pense qu'avec cette loi et avec en gros cette loi MeToo, ça permet de penser les choses totalement autrement, en dehors aussi d'une certaine validation masculine sur à quel moment on doit faire un enfant, à quelle validation masculine et validation de la société, sur à quel moment on fait un enfant, pourquoi, dans quelles conditions. C'est pour ça que ça dérange beaucoup, c'est parce que du coup, t'as plus besoin d'un mec dans ta vie, donc t'as besoin d'un donneur, quoi, mais c'est tout. T'as besoin d'un donneur, après, tu crées ta famille autrement, donc ça peut en fait inclure des hommes. C'est ça que c'est pas un truc, c'est pas nécessairement un monde, un gynécée, quoi, forcément. Mais en revanche, ça n'est pas quelque chose qui est effectivement avec la condition sine qua non de la puissance du père. Et ça, là où je trouve que ça touche un nerf, c'est que, bah, typiquement, je pense que il y a beaucoup de cauchemars chez Éric Zemmour, mais ça, je pense que c'est un des pires cauchemars d'Éric Zemmour. Je pense que vraiment, l'idée de faire un enfant avec la question du père qui est son obsession, en fait, et de dénigrement du père, en fait, parce que c'est ça il interprète les choses comme ça. Ça, je pense que c'est quelque chose qui fait extrêmement peur à une société patriarcale totalement arc-boutée sur des choses qu'elle pense en plus totalement millénaires et qui le sont absolument pas, parce que en fait ça date du 19e siècle, ça date de Napoléon, cette structuration de la famille, mais les familles ont existé de tas de manières différentes depuis la nuit des temps, voilà, donc tout ça est relativement récent en vérité. Sachant que tu peux faire un bébé toute seule sans du tout que ce soit un acte anti-patriarcal, quoi. C'est juste t'as pas forcément de personnes dans ta vie, et si t'es hétéro, de mecs, et du coup tu te donnes la priorité au fait de devenir mère plutôt qu'au fait de trouver quelqu'un qui acceptera de... Oui, en fait, tu fais effectivement, t'as décidé que tu te disais, je le fais, c'est un peu ce que je dis à un moment dans le livre, je dis, en fait, c'est faire un bébé seul, c'est pas faire un bébé sans homme, ça fait chaque fois, mais tu fais un bébé sans homme, sans père et tout. Non, en fait, je fais un bébé seul. Parce il peut y avoir un père qui débarque après, quoi. Voilà. Et après, il peut se passer ce qu'on veut, c'est pas la question, en vérité. Parce que la question est que, de toute façon, mon enfant a déjà a une mère et une famille, en fait. Et mais du coup, effectivement, il y a ce côté-là. Et en fait,
on le fait pas forcément consciemment en se disant que c'est un acte antipatriarcal, mais en vérité, c'est un acte révolutionnaire. Ça, je le pense. Parce que quand même, on sait que on casse un système qui est un système vraiment très ancré, très solidement ancré dans toute l'organisation de la société. Enfin, je rappelle que la notion de puissance paternelle était dans le Code civil jusqu'à, je sais plus, les années 60, quelque chose comme ça, comme on le sait, jusque dans les années 60, il fallait l'autorisation du mari pour signer un chèque quand on était une femme, etc., etc., etc. Et je rappelle le droit de vote des femmes qui est arrivé très tardivement, en France comme dans plein d'autres pays. Donc on sait bien quand même que tout ça, ces formes d'émancipation et de structuration de la société, avec le père étant l'alpha et l'oméga de tout, et sans la validation du père, on n'a pas de validation. Ça, c'est quelque chose qui fonde vraiment notre société moderne. Et donc du coup, c'est vrai que le remettre en question, ça touche beaucoup, ça heurte beaucoup des gens qui du coup se sentent un peu effrayés de ce modèle-là. Et le voit, je dois dire, à tort comme une espèce de provocation, alors qu'en fait, il s'agit de dire de vivre sa vie. C'est-à-dire, moi, je dis pas que les gens qui sont hétérosexuels en couple, ils ont tort, loin de là. Genre, j'ai plein de copains qui sont dans ce cas-là, il y a pas de problème. Mais voilà, mais je pense qu'il y a plein de modèles et plein de façons de faire famille, en fait. C'est juste ça. Mais le mariage pour tous disait déjà ça, en fait, en 2013. C'était déjà l'idée de dire, c'est nos familles, elles sont là. On veut faire famille, etc. Enfin, et évidemment que cette loi de la PMA pour toutes est de toute façon la droite ligne du mariage pour tous et de l'adoption. Et donc elle permet tout ça en fait de dire que ces familles-là existent en fait et qu'elles ne sont pas illégitimes. Du coup, pour revenir à ton histoire, donc effectivement, tu l'as cité, tu découvres un site de coparentalité allemand, Familyship, créé par des lesbiennes militantes où effectivement tu peux trouver un donneur qui veut s'impliquer dans l'éducation de son enfant ou pas. Et donc toi, tu tombes sur un astrophysicien qui doit te convaincre qu'il est le donneur idéal. Tu peux nous raconter ? Bah oui, c'était assez drôle parce que je me disais, mais il est vraiment en train de me faire sa pub, en fait. Et j'étais vraiment... le rapport de force inverse, quoi. Rapport de force inverse, c'est vrai que d'habitude, on a toujours l'impression d'être dans un espèce de marché aux bestiaux où on va être évalué sur notre physique, nos vêtements, notre sourire, notre intelligence et je sais pas quoi. Et là, donc, il s'est démené pour m'expliquer que sa vue était géniale, qu'il avait plein de spermatozoïdes, donc il les avait chiffrés parce qu'il avait fait un spermogramme. Que son spermogramme montrait que ses spermatozoïdes étaient en excellente santé, que tous ses antécédents médicaux étaient absolument impeccables, qu'il avait jamais fumé. Il expliquait même qu'il buvait jamais de café ou quasiment genre une fois par semaine, mais alors vraiment pas du tout les 6 tasses de café par jour comme moi par exemple je le fais. Donc voilà, il était vraiment en train de me dire je suis parfait. Puis oui, j'ai été consultant pour Interstellar, pour le film Interstellar. Alors, je me disais bon mais dis donc, il a vraiment c'est incroyable. Donc oui, il s'est vraiment présenté comme quelqu'un genre choisissez-moi, je suis vraiment la personne parfaite pour votre don de sperme quoi. Donc, ça m'a beaucoup amusé. Oui, tu disais qu'il y avait 80 millions de spermatozoïdes et tu dis c'est la population de l'Allemagne, c'est genre je suis tombé sur un champion olympique quoi. Je trouvais ça extraordinaire, 80 millions de spermatozoïdes. Après on m'a dit non, c'est pas si énorme que ça en vérité. Oui. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo cette manière de se mettre en scène en disant choisissez-moi, choisissez-moi. Et j'avoue que j'avais jamais vu ça comme ça avant. Ouais, bah normal. Vous disait t'inquiète, j'ai déjà mis en femme, toi ça va aller, j'ai déjà mis enceinte une femme de 41 ans avant toi. Ouais. Et en plus, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est voilà, tu dis il a une épouse et 3 enfants et que sa famille est complètement au courant et que ça leur pose pas de problème, quoi. Ça me semblait très très important que ce point soit précisé. C'est une question que je pose assez rapidement, la question de vous avez une famille, tout. Il me dit oui, et je dis mais par contre, enfin tout est bien au clair. Bon clairement, oui, c'était quelque chose de très assumé, et c'est là où je me suis dit voilà, il y a tellement de manières différentes de vouloir donner son sperme et de vouloir vivre ça qu'on peut pas juste réduire encore une fois. Enfin, je trouve que le discours médiatique autour des donneurs est souvent un peu caricatural, et c'est un peu dommage de pas raconter aussi qu'il y a plein d'histoires comme ça en fait. La plupart des donneurs, c'est déjà des pères de famille et qui ont souvent des motivations. Alors parfois on peut dire ok, c'est peut-être un peu mégalo de vouloir donner son sperme à tout le monde quoi, mais en vérité
les gens, quand il y a 100 ans, ils disaient l'expression une femme dans chaque port, ça les faisait marrer, quoi. De penser qu'on pouvait aller, un homme pouvait aller dans plein de ports et avoir des enfants cachés, etc. Ça faisait presque un peu l'aventurier qui a enfanté partout. Ça, on aime bien. Mais par contre, si c'est un donneur qui aide une femme qui a décidé toute seule de faire quelque chose par elle-même avec une décision réfléchie, là, on trouve que c'est bizarre. Enfin, c'est quand même étonnant de cette différence de perception, en fait. Ouais. Et donc, ça marche comment concrètement? Toi, tu le préviens que tu es en période d'ovulation. Du coup, lui... Oui, du coup, j'avais une application qui s'appelle Clou, qui est pas parfaite, donc mais bon, qui est pas forcément infaillible, mais enfin. Ok. T'en conseilles d'autres peut-être? Comment? T'en conseillerais d'autres peut-être ou... Du coup, j'avais essayé que celle-là et c'est vrai qu'elle est pas toujours tout à fait juste, quoi, mais bon. Après, c'est la vie, les cycles aussi sont pas forcément égaux, ils peuvent se décaler, etc. Mais bon, bref. Donc tu lui dis, vas-y, c'est le feu vert, c'est maintenant. En fait, il y a ça et les tests d'ovulation. C'est-à-dire que du coup, il faut acheter des tests d'ovulation en pharmacie. Il faut les faire sur plusieurs jours courants. Ok. Pour voir, tant que ça ne n'indique pas qu'il y a tant que ça dit pas que ça sourit et que c'est que du coup le pic de LH qui est l'hormone qui permet l'ovulation est atteint, on continue les tests d'ovulation et comme ça, comme j'ai fait sur pas mal de mois courants, j'ai pu voir en vérité si ça correspondait à quoi ça correspondait dans mon calendrier. Je voyais si ça correspondait avec ce que l'application avait prévu. En général, ça correspondait à peu près quand même. Donc quand il y a le petit sourire dessus, tu lui dis go et quoi. Lui du coup, il doit se masturber et il arrive et il te donne en main propre une pipette. En général, je calais par rapport à ce que disait l'application. Ok. Et après, je faisais les tests pour être sûr que vraiment ça correspondait. Mais en général, on partait sur une fenêtre de 2-3 jours, disant voilà, ça va être à peu près à ce moment-là, et j'attendais effectivement de voir que l'appli me confirme que mon cycle était bien celui-là. Donc ça s'est passé comme ça à chaque fois, à chaque fois avec lui, quoi. Et puis et après très concrètement, tout simplement, il s'isole dans une pièce, il se masturbe, il met le sperme dans une pipette et il s'en va. Puisque évidemment, il n'était aucunement question pour moi qu'il y ait un rapport sexuel en jeu. Ouais. Il n'était aucunement question pour lui non plus. Il n'a jamais été question de ça. Je sais que sur certains sites de coparentalité, il y a des hommes qui demandent à des femmes d'avoir un rapport sexuel en expliquant que la méthode naturelle, ils préfèrent quand même. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce sentiment qui doit être très désagréable qu'on leur extorque des relations sexuelles. Oui, c'est un peu étrange quand même. C'est plus qu'étrange même. C'est vraiment assez déplaisant. Mais en tout cas, entre nous, il n'y a jamais été question de ça. Donc, c'était vraiment très clair que ça se passerait comme ça, pour l'un comme pour l'autre. Et donc, donne une pipette que toi, tu dois t'inséminer, du coup. Oui, voilà. Et après, ça doit être surréaliste comme... pas tant que ça. C'est comme si c'était un rapport sexuel, mais sauf qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Mais oui, non, je veux dire, tout le processus, c'est vrai que... en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler de ces étapes-là, sauf en milieu médical. Mais c'est vrai que tu racontes que c'était super lourd comme ambiance au début de ta première insémination et ta pote qui te dit mais attends, mais en fait faut que tu écoutes une chanson quand tu t'insémines. C'est un moment joyeux, c'est pas un moment triste. C'était terrible parce que c'est vrai que la première fois je me suis un peu dit, je l'avais pas du tout préparé, j'étais très angoissée, à la fois j'avais envie d'y aller, à la fois j'avais pas envie et du coup je me disais est-ce que vraiment t'es pas en train de faire un truc complètement absurde. Je l'ai pas vu comme quelque chose qui allait me permettre d'avoir la chance d'avoir un enfant, je l'ai vu comme quelque chose qui allait vraiment signer une sorte d'échec en fait et du coup c'était un peu dur à vivre et puis ensuite une fois que ça s'est passé j'ai l'impression d'avoir brisé un tabou et je me suis dit maintenant c'est fait, j'ai compris et effectivement je me suis dit il faut que je rende le moment très doux, très chouette, que je me récompense un peu, que je montre que c'est quelque chose qui peut être joli en fait et pas uniquement espèce de pensum un peu étrange qui me permettra d'arriver à mes fins. C'est un beau moment en soi en fait. Ouais, c'est vrai que c'est tellement méconnu et pas accompagné que du coup forcément tu doutes plus alors que si tu étais dans un schéma classique tu te poserais pas la question quoi. Absolument, ouais. Et finalement du coup t'es tombée enceinte en faisant l'amour normalement, en plus le jour de la Saint-Valentin quoi. Oui, j'avoue que c'était vraiment ça c'est trop drôle. Oui, parce que j'ai passé toute ma grossesse à faire des examens où on m'a dit date de la conception. À chaque fois, j'ai dit le 14 février. C'était là, oh là là, le 14 février. Non, pas trop. Pas du tout comme ça. C'était pas le resto, les fleurs et voilà. Ouais.
Donc, t'es sortie avec un homme qui connaissait ton projet et qui était d'accord avec le fait qu'il n'en serait pas le père. Oui, en fait, pour être même si c'est son c'est sperme, quoi, c'est quelqu'un ça? qui connaissait mon projet depuis le début, dont j'avais déjà parlé, avec qui j'avais déjà eu une relation, mais qui savait qu'en parallèle j'avais ce projet. Ok. Et donc d'ailleurs le soir de la conception, on a vraiment évoqué la question du projet parce que le livre était déjà, j'étais déjà lancée dans le livre en fait à ce moment-là. Donc, tu m'as demandé des nouvelles d'écriture, etc. Je dis que j'étais en train de l'écrire, etc. Voilà, donc c'était le cas. Et après, il s'est passé ce qui se passe, pour le coup, assez classiquement, c'est-à-dire que il s'est passé une nuit ensemble, quoi. Et pour le coup, ce que je te disais sur l'histoire de Clou c'est que Clou n'a pas du tout indiqué, c'est-à-dire que Clou, moi je pensais pas du tout ovuler à ce moment-là, donc je me suis pas posé tellement la question de la contraception, un peu par oh c'est pas grave parce que de toute façon c'est pas le moment, et déjà quand c'est le moment ça avait pas marché 2 fois, donc j'étais un peu dans un truc, je me suis dit pour une fois c'est pas grave, et puis puis il était au courant, quoi, tu le faisais pas dans son dos, il savait, il est aussi courant, responsable que toi, qu'il y a un risque on était tous les deux un peu légers, mais en fait pour moi je me suis dit ça aura aucune conséquence parce que pour moi tout était clair dans ma tête, puisqu'en plus j'avais prévu de reprendre des inséminations, il m'avait posé la question et j'avais dit oui justement dans quelques jours je vais recommencer et tout. Et donc, je me suis dit, à son départ, il faut que je commence la série de tests, qu'elles se font sur quelques jours. Ouais. Et c'est là que j'ai vu que j'étais en plein pic de LH. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas du tout prévu. En fait, je suis en plein pic de LH. Et donc, du coup, je me suis dit après, ça veut pas dire que, même si, bon, c'est vrai que ça peut dire que. Mais bon, j'ai attendu de voir un peu ce qui allait se passer parce que j'étais pas tellement sûre que ça le fasse comme ça. En fait, je l'avais tellement pensé en fait avant, que la seule fois où je l'ai pas pensé, je me suis dit ça va pas fonctionner, quoi. Oui, et puis tu mets en place tu dépenses des milliers d'euros, tu te formes, tu cherches sur des forums partout pendant des mois, tu fais des déplaces des montagnes. Forcément que le jour où ça arrive, déjà de manière, je sais pas, PMA par exemple, t'as du mal à y croire. Alors si en plus ça arrive de manière naturelle, c'est... Ah oui, c'est incompréhensible, et tu te dis presque, mais non, c'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Enfin, je me suis dit non, ça va pas se passer comme ça parce que ça n'a aucun sens si ça se passe comme ça. Donc je me suis dit bon, on va attendre et tout. Et c'est vrai que j'étais un peu irritable 2 semaines plus tard. Et que je me suis dit c'est vraiment étrange et tout, je suis vraiment particulièrement irritable. Je me suis dit bon c'est parce que je vais avoir mes règles, c'est pour ça. Je me suis pas vraiment posé de questions. Et jusqu'au moment où je me suis dit mais attends quand même, et j'ai fait un test de grossesse, et là je me suis dit mais mon Dieu, c'est incroyable, c'est comme ça que ça arrive en fait. Et ça, c'est vrai que j'étais complètement scotchée que tout ça arrive comme ça. Après, c'est très particulier parce qu'en plus, ça arrivait, j'ai appris que j'étais enceinte et il y a eu pandémie Covid-19 parce qu'on était en mars 2020. Okay. Donc, on est passé en début de pandémie, confinement, etc. Et moi, je commençais ma grossesse, donc je comprenais plus rien à ce qui m'arrivait. Après, ils ont fermé les frontières entre la France et l'Allemagne. Enfin, c'était un espèce de truc complètement dingue. Ouais, donc, j'étais un peu, je me disais, bon, je comprends pas ce qui se passe dans ma vie, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Mais au début, j'étais même, plus angoissée en me disant, mais ce n'est pas ce que j'avais prévu. Enfin, j'ai appelé mon éditrice, je lui ai dit, écoute, tu voulais un bébé, mais pas comme ça, quoi. Ouais, mais vraiment, je lui ai dit, écoute, j'étais presque un peu, je m'excusais en disant, il m'est arrivé quelque chose, en fait, et c'est pas du tout passé comme prévu. Puis elle a éclaté de rire, elle m'a dit, mais c'est très bien, t'inquiète, c'est la vie, c'est super et tout, c'est pas grave, tu vois. Et je dis bah ouais, mais c'était pas prévu comme ça. Je savais pas que. Je disais comment je vais raconter ça dans le livre en plus, mais en bref. Et voilà. Et donc après, on a discuté avec ce garçon de ce que je lui ai proposé, toutes les options à peu près possibles, en lui disant que voilà, il pouvait prendre l'implication qu'il voulait, que je pouvais comprendre que il n'est pas forcément un désir de s'impliquer tout de suite parce que quelque part il s'y attendait pas. Il a été pour le coup un peu irresponsable parce que moi j'ai pris le risque d'être enceinte en ne me protégeant pas, mais en sachant que je pourrais assumer si j'étais enceinte. Oui. Mais lui par contre c'était pas le cas, évidemment. Oui. Comme souvent, je dois dire. Oui. C'est confère la charge contraceptive. Oui. Et donc voilà, je me suis dit qu'il serait peut-être pas prêt dans son chemin de vie à assumer tout ça, d'autant qu'un pays nous séparait quand même aussi, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, il s'est dit que c'était effectivement un peu compliqué de le faire comme ça, donc il se mettrait plutôt de côté
sans être totalement disparu, mais enfin quand même en étant largement de côté. En tout cas, moi j'assume ma fille à 100%. Mais en fait, c'était ok pour vous deux parce que c'était. Bah pour moi, c'était plus simple aussi que de gérer une situation avec quelqu'un qui en fait, bah, comme souvent aussi, se retrouve père parce qu'ils ont pas fait trop gaffe à la contraception, et puis que bah en fait ils assument pas et qu'ils tournicotent un peu autour du truc avant de dire qu'ils assument pas, mais du coup c'est plus pesant qu'autre chose en réalité. Donc en fait il vaut mieux qu'ils assument de dire tout de suite j'y arrive pas. C'est trop compliqué pour moi, c'est trop intense. C'est vrai que c'est intense la parentalité, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de choses à mettre en place. En revanche, voilà. Donc oui, quand le désir d'enfant est commun, c'est clairement irresponsable que le père se barre. Mais comme là, c'était ouvertement assumé depuis le début que toi, tu étais prête à l'assumer toute seule, l'enfant. Oui. Je trouve ça trop bien. Bah, ça m'aurait fait un peu, même si je suis très pro-IVG, j'aurais quand même trouvé ça étrange d'avorter dans ces conditions. Enfin, je veux dire, faire une PMA depuis 2 ans, j'avoue que je me suis dit que c'était un peu le destin. Et après, je me suis dit, heureusement que je suis tombée juste avant le confinement enceinte, parce que tous les trajets et les transports ont été quand même bouleversés pendant longtemps. Et ces déplacements, parce que le donneur était quand même à Londres. Okay. Donc entre ça et le Brexit, c'était quand même pas évident de. T'es passé entre les mailles du filet. De mettre en place des choses. Donc heureusement que ça s'est fait avant que le monde commence à vraiment déconner à plein tube, quoi. Donc je me dis finalement c'est bien tombé. Donc à ce moment-là. J'ai pleuré quand tu racontes l'histoire de l'échographie. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle de cette anecdote avec l'échographie et ton frère, ou me sens-toi libre de dire non si... Non, on peut en parler. Okay. Mais c'est vrai que c'est encore quelque chose c'est un souvenir qui m'émeut beaucoup, parce que là, c'est vrai que c'est... Du coup, pour expliquer aux gens, c'est la première échographie où tu vois ta fille sucer son pouce pour la première fois, et t'as ta mère au téléphone qui dit que c'est bon signe qu'elle suce son pouce et qu'elle gigote parce que Thomas et Rodolphe, tes 2 frères, suçaient pas leur pouce pendant les échographies. Et parce qu'ils étaient lourdement handicapés, qui sont morts très jeunes, Rodolphe à 1 an et Thomas à 13. Et donc, ils n'ont pas eu cette chance, comme moi, d'être valides, en fait. Et d'avoir été handicapés, mais dans un état végétatif qui faisait que leur espérance de vie était extrêmement réduite. Donc, en fait, c'est vrai que quand j'ai pensé au fait que moi, j'avais dans mon ventre ce petit bébé qui, en fait... n'étaient pas ces petits bébés emmurés qui étaient mes 2 frères, et ben quelque part j'ai senti à quel point j'allais passer à une autre vie, et qu'il fallait que c'était finalement l'espèce de fin d'un deuil aussi, entre le deuil de mes frères et puis ma fille qui arrivait, sans que ça soit de l'ordre de remplacer quelque chose ou d'être un pansement, mais parce qu'elle a son autonomie, sa vie propre, etc. Mais quand même, il y avait quelque chose dans une espèce de grand cycle qui était de l'ordre de la réparation. Ça, j'en suis assez convaincue que ma fille, il y a quelque chose de l'ordre de la réparation dans la naissance de ma fille, qui d'ailleurs a donc choisi la date de naissance de mon frère pour naître, ce qui est quand même complètement dingue quand on y pense. C'est incroyable. Elle devait naître 2 mois plus tard, quand même. Donc, elle devait naître le 12 novembre, elle est née le 14 septembre. Donc, il a quand même vraiment, c'était vraiment quelque chose de l'ordre du destin, je pense. Et je pèse mes mots, je suis pas très ésotérique comme personne, mais là, je pense qu'on est sur quelque chose de très, très puissant qui fait qu'elle a choisi cette date pour venir au monde. C'est clair. Donc, voilà, je pense que, effectivement, je me souviens tellement d'être vraiment sortie de cette échographie soulagée, qu'elle soit en bonne santé, parce que évidemment, j'étais traversée par toutes ces angoisses autour de la mort et de la maladie, en me disant est-ce que ça va être comme ça aussi pour elle, enfin pour le bébé. Puis quand elle m'a dit bah voilà, c'est une petite fille, et puis en fait elle suce son pouce, elle est bien, et c'est vrai que ma mère m'a dit ça au téléphone, d'un coup j'ai tout lâché en fait, et il y avait la douche qui coulait, les larmes qui coulaient en même temps sur mon ventre qui était quand même assez gros déjà. Et c'est vrai que je me souviens toute ma vie de ce moment en fait, où je me suis dit ça y est, tu tournes une page en fait. C'est trop beau. Parce que c'est vrai que pas encore plus dans une famille comme ça, où il y a une maladie génétique, si j'ai bien compris. Tu comprends encore plus à quel point c'est pas acquis que tu pourras avoir des enfants, et des enfants en bonne santé, et que oui, tu le racontes que toi, forcément tu te demandais pourquoi lui il était malade et pas moi, et du coup par rapport aux personnes, en tout cas, je veux dire, qui
pourrait penser que des mères des femmes deviennent mères célibataires par choix un peu à la légère. Bah, au contraire, je pense que tu as d'autant plus conscience de la valeur de la vie et à quel point bah, c'est fragile de mettre un enfant au monde, quoi. Absolument. Sur un ton beaucoup plus léger, mais choquant à son échelle aussi, tu racontes une anecdote à la fin du livre où tu revois un ex d'un soir qui prend tes nouvelles sur WhatsApp. Est-ce que tu veux bien nous raconter? Bah oui, alors c'était un type que j'avais rencontré quand j'étais à Berlin, donc en 2019. Et en fait, dans notre nuit passée ensemble, il y avait eu un accident de préservatif. Ok. Et qui n'avait débouché sur rien de problématique pour moi, que ce soit en termes de maladies sexuellement transmissibles ou de grossesse. De grossesse. Mais bon, lui, il s'en était jamais vraiment occupé de cette affaire, c'est-à-dire qu'il s'était dit ah mince, le préservatif a rompu et puis bon bah t'es passé à autre chose quoi. Puis il s'était jamais posé la question de rien, sauf d'un truc, parce qu'en fait il avait oublié son bonnet à la maison. Très important. Et donc ça faisait plusieurs fois qu'il me faisait des textos où il me demandait au dernier moment est-ce que t'es chez toi pour que je récupère mon bonnet. Enfin, il était obsédé par l'histoire de récupérer son petit bonnet quoi. Et bref, et donc un jour il prend des nouvelles comme ça. Pour le coup, j'avais déjà ma fille et tout. Donc il me dit salut, ça va, comment ça va, machin, hein, des nouvelles, blabla. Je lui dis bah écoute ça va, ça roule. Figure-toi que j'ai un bébé. Et là il me dit ah bon, genre tout de suite un peu inquiet parce que comme de se dire mais merde alors c'est quoi le truc, il a dû essayer de calculer quel âge elle a. Oui, est-ce que c'est moi le père quoi. Voilà, donc il me dit mais du coup et il me dit en rigolant j'espère que c'est pas moi le père, smiley. Et là je me dis mais parce que s'il y avait pas eu cette histoire de préservatif rompu dont il s'était pas inquiété, j'aurais pas fait ce que j'ai fait après. Mais là ça m'a tellement énervée qu'il réagisse comme ça avec son j'espère que je suis pas le père, c'est-à-dire irresponsabilité totale. Et derrière cette espèce de petite phrase, alors qu'on parle en fait de la vie d'un être humain que peut-être j'aurais pu avoir pour le coup si c'était arrivé à gérer. Et enfin, je veux dire, c'était d'une immaturité de répondre ça que j'en étais vraiment espantée, comme on dit dans le sud. Du coup, je lui ai dit, il faut que je te dise un truc, je sais pas trop. Et là, donc, il a commencé à paniquer, à me faire des textos super énervés en me disant quoi, qu'est-ce que ça veut dire, gna gna, mais ça va pas, mais non, mais bidule, me dis pas ça, etc. Donc, et j'ai laissé juste un peu mariner, pas très longtemps, parce que je me suis dit c'est un peu cruel. Quand même, il va faire 17 de tension d'un coup, donc je vais quand même faire 40 secondes, hein, tu l'as laissé mariner, c'est vraiment pas très longtemps. C'est pas très long, mais je pense que c'était assez pour lui pour avoir un énorme coup de stress. Et je lui dis non, en fait, non, c'est pas toi le père, mais t'es vraiment un gros tocard. Et du coup, il m'a dit, et il m'a dit donc à un moment donné, parce que si j'avais été le père, je sais plus comment il m'a formulé ça, mais une histoire. Et je lui ai dit, mais en fait, t'aurais pas été le père. En fait, être le père, c'est la personne qui s'occupe de l'enfant. Si t'avais été quelque chose, t'aurais été une goutte de sperme, en vérité. Et je lui dis par ailleurs, c'est toujours bien de savoir où elles vont les gouttes de sperme. Donc en gros, la prochaine fois, la contraception, tu fais attention quand il y a une capote qui craque à te poser la question du devenir de ton sperme par rapport au devenir de ton bonnet. Parce que du coup, encore une fois, il s'est plus dit où est mon bonnet que est-ce que mon sperme n'est pas allé créer un enfant. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça tellement typique. Et du coup, j'avoue, c'était un peu too much de le faire. Et en même temps, je me suis dit, ça fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il l'a pas volé. Et je pense que quelque part, ça va un peu le calmer quand même. Bah oui. Bah, ça revient sur la question de la charge contraceptive. Oui, absolument. Dans les couples hétéros, les mecs se posent beaucoup moins la question de est-ce que la nana risque de tomber enceinte ou pas, et bah, non seulement les charges financières de qui c'est qui paye la pilule ou les capotes ou quoi, mais en plus de les traumas potentiels d'aller chercher une pilule le lendemain ou carrément d'avorter ou voire de garder le bébé toute seule. Voilà, il y a des tas de... La question de la charge contraceptive, elle est énorme. Je comprends même pas que les mentalités en France soient encore si... c'est-à-dire que ça soit pas une évidence que ces coûts-là doivent être non seulement assumés, mais par ailleurs un accompagnement de la femme qui se retrouve à faire ça, en fait. Mais ça permet aussi de pas se retrouver toute seule. Par exemple, j'ai déjà eu la situation de me retrouver avec un pharmacien sourcilleux qui me regarde comme si j'étais une traînée parce que je lui demande la pilule le lendemain. À la trentaine passée, enfin... Genre le truc vraiment où tu te dis mais toi je vais te dénoncer parce que t'as juste pas le droit de me parler comme ça ou de me
regarder avec ce mépris parce que je te demande une pilule du lendemain. Mais c'est arrivé pas mal de fois. Et en fait, rien qu'aussi de pas se retrouver toute seule à faire ces démarches-là, Ouais. ce serait déjà aussi pas mal parce que mine de rien, c'est pas forcément facile. Et après, je parle même pas des effets secondaires. La pilule du lendemain, il y en a quand même. Donc, ouais. Puis c'est pas parce que c'est un nana qui tombe enceinte que les deux sont à 100% responsables, quoi. C'est pas. Absolument. Et j'aime bien ça que tu tisses un peu au fil du livre. Et ce qui est choquant dans ton histoire, c'est de réaliser plein de petites situations, à quel point on questionne très rarement la responsabilité du père, et on va tout le temps mettre la culpabilité la responsabilité sur les reproches sur la mère. Et par exemple, quand tu dis sur Tinder que t'es mère célib, bah tu dois rassurer les mecs qui ont peur que t'aies fait fuir le père, ce qui peut arriver. Mais par contre, ils te demandent jamais pourquoi est-ce que le père il a abandonné son enfant, par exemple. Absolument, il y a ça. Mais je trouve qu'il y a un truc dans la société. En fait, on est en permanence en train de réaffirmer les droits du père sans jamais questionner ses devoirs. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en compte globale des questions de garde, des questions de pension, des questions de la société s'est pas tellement saisie ni de la question contraceptive, ni de la question du congé paternité. Enfin, tous ces sujets-là sont quand même toujours un peu en jachère. Mais par contre, dès que des femmes s'émancipent de cette question-là, on vient leur réaffirmer en premier argument les droits du père. Ouais. C'est un grand classique. Parce que rien n'est fermé en soi. Hein. Je veux dire, je suis pas fermée à une éventuelle paternité à un moment donné pour ma fille. Je veux dire, mais ça s'accompagne vraiment de quelque chose de sérieux en fait. Ouais. Pas juste parce qu'on est un être humain hétéro cisgenre masculin que d'un coup ça y est quoi, on a tous les droits. Pareil, dans les arguments anti-PMA, on entend que c'est mal de priver un enfant de son père. Et du coup, on file tous les reproches sur les femmes, mais t'écris comme si les banques de sperme n'existaient pas. En fait, il y a des gens qui font du business au-dessus, donc c'est pas que les femmes. Comme si on avait aussi forcé tous ces hommes à donner leur sperme, quoi. Donc c'est quand même une hypocrisie sexiste latente. C'est une hypocrisie sexiste latente, et par ailleurs, on a juste cette espèce de romance de papa, maman et l'enfant, et ça crée la magie. On sait très bien que c'est pas le cas tout le temps et partout, en vérité, qu'il y a plein d'autres manières. Et moi, je pense que de faire un enfant avec un donneur qui a à un moment donné décidé d'aider une femme célibataire à avoir un enfant, c'est une très jolie histoire en soi, en fait, et que ça n'est pas une histoire illégitime. En fait, il n'y a pas à se dire que on a honte, que c'est quelque chose de sous. Au contraire, moi, je trouve ça très très beau, et bien plus beau que parfois certaines histoires où l'enfant dans les couples, il n'arrive pas toujours dans des conditions idéales. Où tu l'as vraiment désiré, et il y a un vrai projet, quoi. Voilà, donc les couples, mais de manière générale, même les couples hétéros, quand ils font des PMA ou qui veulent adopter, ce qui est une autre situation aussi où la parentalité n'est pas vue comme évidente, et il y a une démarche, j'aime pas le mot, mais un peu proactive en tout cas pour être parent. En fait, ces gens-là, ils ont plus que toute autre personne questionné leur désir d'enfant. Et bien plus, encore une fois, que des gens qui en font sans trop se poser la question. Donc, parce que la question sous-jacente dans tout ce débat, c'est effectivement qu'est-ce que l'enfant, qu'est-ce qui est bien pour l'enfant, quoi. Et on a ce cliché, évidemment qu'un enfant a besoin d'un papa et d'une maman pour être heureux. Déjà, merci pour les couples gays et lesbiens, mais voilà, justement, toi, tu t'es longuement demandé, est-ce que je nuis à l'enfant en le faisant seul, quoi. Et c'était quoi ta conclusion? Ma conclusion, c'est que je vois pas comment on peut nuire à un enfant quand une grossesse est désirée, quand on lui offre la sécurité affective dont il a besoin, quand on lui offre l'amour, pour dire autrement, mais sécurité affective, c'est important aussi. Ça, je sens que ma fille se sent en sécurité d'un point de vue affectif. Au-delà de qu'elle se sait aimer et que on a une très belle relation, mais je vois bien qu'elle n'a pas, elle est pas inquiète, elle est pas en manque d'amour, ça se voit en fait dans son évolution dans sa vie. Elle a 17 mois, ça se voit de plus en plus même, parce qu'elle s'exprime de plus en plus. Donc évidemment, moi je pense qu'on ne fait pas de mal à partir du moment où on n'a pas aussi entaché la naissance d'un enfant par des secrets, par des non-dits, par des choses qui ont été empêchées ou subies. Quand quelque chose est totalement assumé, qu'on a la possibilité de le faire, qu'on a le désir de le faire, qu'on crée l'environnement qu'il faut pour que l'enfant se sente bien,
L'idée que ce qu'on a peur avec les femmes seules, c'est aussi que du coup il y a un peu qu'une seule référence avec comme s'il fallait forcément absolument deux tuteurs, etc. Mais moi, ce que j'explique, c'est que ma fille, elle a pas. Alors oui, elle a pas en permanence de tuteurs. En revanche, elle a une galaxie et une galaxie très proche de gens autour d'elle qui sont là tout le temps là pour elle en fait, enfin quasiment tout le temps. Donc ça va être ma famille, mes parents, ma sœur, ma nièce, etc. Ça va être mes amis qui ont une place plus importante que si j'étais dans un couple, je pense, ça c'est certain, mais qui du coup vont prendre cette place de peut-être qu'on pourrait un peu donner à un père dans l'absolu, mais enfin en tout cas, elle a cette sécurité-là, elle a l'expérience de l'altérité en fait, qui est de justement, elle n'est pas tout le temps enfermée avec moi. Elle passe du temps avec d'autres personnes qui lui apprennent d'autres choses, qui lui donnent d'autres repères dans la vie et qui sont des piliers pour elle aussi. Donc en fait, moi je pense que quand on offre tout ça à un enfant, je vois pas en quoi on peut lui faire du mal. Oui. En fait, ce qui rend un enfant heureux, oui, c'est ce que tu dis, c'est d'être aimé. Et ce qui rend malheureux, bah, oui, ça va être de ne pas avoir été désiré, ça va être un parent défaillant, une famille dysfonctionnelle ou effectivement des secrets de famille. Et donc ça peut être autant dans des couples, des mères célibataires que dans des couples, hétéros ou homos. Donc c'est pas la question d'un papa et une maman en fait qui est importante pour le bonheur. Absolument. Je voudrais faire une parenthèse sur le fait de congeler ces ovocytes parce que pour la peine ça peut changer la vie de pas mal de personnes qui nous écoutent. Et donc, si vous connaissez pas, ça permet à des femmes d'augmenter les chances d'avoir un bébé, donc seul ou en couple. Par exemple, après 30 ou 40 ans où ta fertilité chute, ou si tu fais de l'endométriose et t'es infertile, par exemple. Et j'arrive pas à comprendre que ce soit pas plus connu et qu'il n'y ait pas plein de femmes qui congèlent leurs ovocytes dès 20 ou 25 ans. Oui, parce que ce n'est pas autorisé c'est autorisé que depuis la PMA pour toutes. D'accord. L'autoconservation des gamètes et n'était autorisée que dans des cadres très spécifiques de maladies, s'il y avait un cancer ou des choses comme ça. Enfin, vraiment dans un cadre très très restreint. Avant la loi PMA pour toutes. D'accord. Et maintenant, la loi permet, mais encore une fois, ça reste balbutiant encore en France. Donc, je pense que ça, il faut attendre le temps que ça se mette en place. Et pour peu qu'il y ait des politiques publiques qui suivent, c'est-à-dire avec des moyens qui sont mis en place dans les centres de conservation des gamètes, etc. Enfin, je veux dire, derrière, il faut une politique, des moyens, des campagnes de dons, des campagnes d'information, des machins, pour que tout le processus soit en place. Mais je crois assez fort, en tout cas maintenant la possibilité légale existe, je crois assez fort que dans les 10 ans à venir, il y a quand même une génération sensibilisée à ces questions qui va le faire. Ouais. C'est mon plus grand vœu parce que je pense que ça peut changer la vie de plein de femmes. Ça peut changer leur vie, ouais. Ça peut changer leur vie de se dire à la vingtaine qu'elles le font. Ça peut changer leur vie de faire un enfant un peu plus tard que ce qu'on nous dit aussi, parce qu'en fait, en vérité, on a le droit de vouloir un enfant après 35 ans sans être traité de sorcière. Déjà qu'on nous dit à partir de 35 ans que la grossesse est gériatrique, et c'est un petit peu bizarre à avaler quand même, mais c'est le terme en tout cas. Mais il y a de plus en plus là de grossesse après 40 ans en France. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un mouvement, je pense, qui est en train de dire en fait, on va pas prendre la fenêtre de tir que la société nous donne entre le moment où on a fini nos études et le moment où, enfin voilà, qui est de plus en plus restreinte, qu'on est trop vieille, et ça serait l'unique fenêtre de tir. Et si on l'a pas prise, on a raté le truc. Je pense qu'il y a une amplitude qui peut être un peu plus grande. Sans que, évidemment qu'on peut pas faire un enfant à 50 ans, j'en suis bien consciente. Mais par contre, c'est pas vrai de dire que tout ça s'arrête quasiment à 35 ans, que si on n'a pas tout fait, c'est la fin du monde. C'est pas vrai non plus. Et je pense que ça, dans les générations à venir, à mon avis, entre la prise de conscience féministe, pareil, post-MeToo, des vingtenaires aujourd'hui qui sont très conscientisés, très féministes, etc., et qui ont de plus en plus accès à des sources d'information, parce qu'il y a des publications, il y a des revues, il y a des choses qui parlent de ces choses-là. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va quand même se généraliser. Parce que ça t'offre une liberté énorme, où justement, t'es pas... t'as toujours ton horloge biologique, évidemment, mais t'es moins obligé de faire des choix amoureux ou professionnels en fonction de ça, et en tout cas, ça offre juste plus de liberté. Donc voilà, vous qui nous écoutez, que vous soyez un mec ou une nana d'ailleurs, posez-vous sérieusement la question pour vous ou votre couple, est-ce que ça aurait pas du sens de congeler les ovocytes, quoi.
Absolument, que les filles se posent cette question-là, que pour en revenir sur la charge contraceptive, parce que mine de rien, c'est quand même aussi tout un ensemble, ces questions-là, mais que les hommes n'hésitent pas aussi à prendre leur part en termes de contraception masculine. Il y a des tas d'options qui commencent à être possibles. Il y a aussi des tas de manières. Il est aussi possible de mettre de côté leur spermatozoïde et de faire une vasectomie. Il y a plein de choses en fait qui sont possibles. Pour terminer, est-ce que tu as un message à adresser aux personnes qui nous écoutent? Faire famille, ne pas avoir d'enfants ou avorter. En fait, toutes ces questions-là, elles sont les mêmes. Elles sont un peu les faces d'une même pièce. Elles sont liées à la question du choix. Et que la question du choix, ce qui est important, c'est vraiment d'écouter les personnes qui font ce choix et quelles sont leurs raisons, leurs motivations pour faire ces choix de vie. Et que plus on écoutera, plus on parlera de ces sujets-là, plus aussi les personnes qui se sentent. Enfin, je parle avec beaucoup de femmes qui osent pas forcément passer le pas, qui m'écrivent sur Instagram, sur plein de réseaux, etc. Parce qu'elles me disent voilà, je sais pas encore trop quoi faire et tout, parce qu'elles sentent encore dans la société que c'est un peu timide et qu'elles savent pas trop comment le dire à leurs proches. Beaucoup de jugement. Voilà, comment elles ont peur d'être jugées, elles ont peur de dire à leur famille, à leurs amis, elles savent pas comment assumer, elles ont pas vraiment d'idée de comment ça peut s'organiser une vie comme ça. Et en fait, c'est pour ça, si j'ai un message à faire passer, c'est parler autour de vous de ces sujets-là, essayer de sonder, essayer de vous ouvrir à ces formes de famille-là, et à ces formes surtout aussi, je dirais, de solidarité. Quand tu parlais de Baptiste Beaulieu qui donne son sperme à un couple de femmes et tout, voilà, typiquement, je pense que c'est ce genre de choses où, en fait, si on se parle entre nous et qu'on se fait un peu passer ces choses-là, ça donnera pour celles qui sont un peu comme ça, dans l'expectative et tout, ça leur donnera aussi un peu des ailes pour y aller, quoi. Merci Johanna. Merci à toi. Si vous voulez un autre épisode pour explorer les tabous de la maternité, je vous conseille l'épisode avec Blisteries, et sinon celui sur l'infertilité qu'on a évoqué avec Marie Dubois qui a mis 7 ans à faire un bébé. Merci beaucoup Johanna, allez lire son livre. Ciao tout le monde. Salut.